Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mardi 14 juillet au nord de l'Afrique. Une manifestation a eu lieu dimanche dans la capitale de la Libye, Tripoli. Les manifestants qui agitaient des pancartes et ont piétiné des photos de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Bernardino León, ont tenu à exprimer leur désaccord avec le document qui a été paraphé, vous le savez, la veille au Maroc. La population libyenne en proie au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 a regretté que l'accord de paix et de réconciliation qui a été signé à Skirat, sous l'égide de l'ONU, n'ait pas été signé par les deux délégations en conflit, mais seulement par une, celle de Tobrouk, la seule reconnue par la communauté internationale. Et je vous propose d'écouter ces réactions des manifestants qui étaient présents dimanche à Tripoli, donc suite à l'accord paraphé au Maroc la veille. Nous protestons contre ces agissements après que certains représentants aient boycotté l'accord de paix et après que l'accord de paix ait été signé. Un accord que nous appelons d'ailleurs l'accord noir depuis 4 ou 5 semaines. Pourquoi ? Parce que cet accord ne prend pas en compte le peuple libyen et le droit libyen. Nous sommes ici pour condamner l'accord d'hier et le fait qu'il ait été paraphé par certaines factions libyennes. Malheureusement, ce 4e accord modifié bafouille les partis nationaux libyens, la constitution et le droit libyen. Et autre pays voisin dans la tourmente, l'Égypte. Alors que le pays vient de subir, vous le savez, une attaque du consulat italien au Caire, attaque revendiquée depuis par l'État islamique, eh bien, le ministre italien des Affaires étrangères qui s'est rendu au Caire hier lundi a tenu à exprimer à son homologue son soutien ferme, celui de l'Italie à l'Égypte, dans cette lutte contre le terrorisme. Écoutons-les. Cette tentative de porter un coup à la coopération italo-égyptienne va échouer, car nous allons continuer ensemble à combattre le terrorisme pour garantir la stabilité et la paix. Les terroristes ont voulu attaquer ce consulat qui est un symbole des relations entre l'Égypte et l'Italie et des relations entre l'Europe et l'Égypte, en particulier dans le combat contre le terrorisme. L'expression Daesh ou État islamique peut désigner de nombreux groupes terroristes qui revendiquent leur fidélité à l'État islamique. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit véritablement de l'État islamique, mais plutôt d'une sorte de coopération. Ce qui est sûr, c'est que ces organisations s'appuient sur le même mode de pensée et d'idéologie. Et c'est justement pour faire face à cette flambée d'attaques djihadistes et islamistes dans le nord de l'Afrique, notamment que le Maroc a annoncé hier le lancement d'une fondation dont le but sera de promouvoir les valeurs d'un islam tolérant en Afrique. La cérémonie d'annonce de la fondation Mohamed VI des oulémas africains, c'est son nom, a été présidée par le roi du Maroc. Elle s'est déroulée en présence de dizaines de ces théologiens islamiques dans plusieurs pays africains. Une confirmation de l'ambition du royaume du Maroc de se positionner comme un maillon fort dans cette lutte contre l'extrémisme, notamment en formant des imams sur tout le continent, mais aussi plus particulièrement dans la région sahélo-saharienne. En Afrique de l'Ouest, le président ivoirien Alassane Ouattara vient d'annoncer, suite à un séminaire gouvernemental sur le sujet, une mesure en faveur de l'éducation. Dès la prochaine rentrée scolaire 2015-2016, l'école sera obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. La PSO, ou politique de scolarisation obligatoire, a été qualifiée par le chef de l'État comme l'une des grandes ambitions du gouvernement. Ce projet devrait coûter 700 milliards de francs CFA, soit un peu plus d'1 milliard d'euros. Et une grande partie de cette somme sera destinée à payer les salaires de près de 5000 instituteurs et professeurs de collège qui devront être recrutés. Précisons que selon les chiffres des Nations Unies, le taux d'alphabétisation des adultes ivoiriens n'est que de 56,9% et de 67,5% pour les jeunes. Des statistiques assez faibles pour un pays qui se veut le leader en Afrique de l'Ouest francophone.
Nous vous l'annoncions dans notre journal Vox News hier soir, un poste de contrôle militaire de Jimtilo, une ville de la périphérie de Maïdougouri au Nigeria, a subi un attentat suicide dans la mi-journée. Eh bien, nous connaissons désormais le bilan de cette attaque. Il s'agit de 4 morts, dont 2 civils, membres d'une milice et d'un policier. 5 personnes ont également été blessées. Rappelons que Maïdougouri avait déjà été frappé un samedi par un précédent attentat suicide meurtrier, perpétré par 2 kamikazes près d'une gare routière et revendiqué par Boko Haram. Un mot de sport au Togo à présent. Nous vous parlions il y a peu de l'engouement du pays pour une discipline apparentée au football, le Maracana. Eh bien, sachez que c'est justement ce pays qui aura l'honneur d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Cette CAN aura lieu du 6 au 9 août prochain à Lomé. L'événement sera doublé de la création de la Fédération internationale de cette discipline qui est pratiquée, vous allez voir, sur un terrain de handball. Les explications de notre correspondant à Lomé, Noël Tadénion. L'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana verra la participation de 6 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Ces pays participants vont compétir dans 2 catégories, à savoir les seniors âgés de 35 à 45 ans et les vétérans de 45 ans et plus. Il est prévu en marge de la compétition le congrès constitutif de la Fédération internationale de Maracana. Le principal, c'est d'abord la compétition. Mais le non moins important et qui va faire entrer véritablement le Togo dans l'histoire définitive du Maracana au monde, c'est la mise en place de la future instance internationale. Les Africains épris de sport, mais également d'émergence, voudraient qu'à partir de notre continent, des exercices se dégagent au moins relativement à une discipline. De mémoire de sportif, j'en conviens, vous en convenez avec moi, que ce sera la toute première fois qu'une instance internationale d'une discipline sportive prête à être versée quant à ses règles et sa pratique au CIO, en tout cas, va prendre ses racines sur notre continent. Plusieurs fédérations et associations nationales de Maracana, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique sont attendues à ce congrès. Et du côté du pays hôte, les préparatifs du congrès et de la CAN vont bon train. Nous avons le site du Maracana, ou du moins le site de la compétition qui est clairement identifié. Nous avons les questions d'hébergement qui ont été en grande partie traitées. Nous avons les questions de restauration qui ont été passées en revue. Nous avons les questions de pure logistique également qui ont été passées en revue. C'est dire que c'est une mission d'évaluation qui est arrivée. Le Maracana est un football pratiqué sur un terrain de handball avec 7 joueurs sur le terrain. La Côte d'Ivoire est la pionnière de ce sport en Afrique. À l'international, les discussions dans le cadre du sommet de l'Eurogroupe qui se sont tenues hier à Bruxelles, en Belgique, ont décidé de garder la Grèce dans la monnaie unique, mais en lui imposant de lourds sacrifices. Après presque 2 jours de négociations, les dirigeants de la zone euro ont en effet validé hier un projet de 3e plan de secours pour Athènes, un plan évalué entre 82 et 86 milliards d'euros sur 3 ans. Mais les contreparties imposées sont tellement dures que le gouvernement de gauche radicale d'Alexis Tsipras risque d'avoir bien du mal à vendre à ses citoyens grecs, qui en parlent déjà pour certains comme d'une humiliation, voire d'un coup d'État. On atteste ce hashtag diffusé en masse sur Twitter, hashtag This is a coup. Monsieur Tsipras qui a désormais la lourde tâche aussi de faire valider cette offre par un vote du Parlement qui aura le mercredi et qui s'annonce déjà très délicat. Et justement, dans un pays, la Grèce, où Alexis Tsipras sera mercredi sous la pression des fonctionnaires qui appellent à une grève de 24 heures contre cet accord qualifié d'antipopulaire, hier déjà, des manifestants anti-austérité étaient rassemblés devant le Parlement à Athènes pour exprimer leur colère contre ce nouveau plan d'austérité annoncé par les Européens. Écoutez-les. À partir du moment où Alexis Tsipras a décidé de ne pas être en désaccord avec l'Union européenne et la zone euro, c'était inévitable que les choses finissent de la sorte. Il aurait dû dès le début entrer en coalition avec eux et dire que nous ne payerons pas la dette et que nous quitterons la zone euro et que le pays essaiera de se remettre debout seul.
Je me sens complètement trahi parce que jamais je ne pourrais accepter qu'un parti de gauche comme Syriza coopère avec un parti de droite comme les Grecs indépendants pour faire passer des mesures d'austérité contre le peuple. C'est incroyable. En bref, 23 militaires sont décédés dans l'écroulement dimanche soir d'une caserne en Russie. Le drame s'est déroulé près d'Omsk, en Sibérie. Alors, outre ces morts, 19 autres occupants de la caserne ont été hospitalisés. Pour le moment, l'enquête se poursuit pour connaître les causes de l'accident. Le président Vladimir Poutine a cependant présenté ses condoléances aux familles des soldats et a ordonné d'apporter toute l'assistance médicale nécessaire aux blessés. Vous vous en souvenez, le 17 juillet 2014, l'Afro-Américain Eric Garner, décédé suite à une arrestation musclée de policiers euro-descendants à Staten Island, à New York. Près d'un an après ce drame, qui avait relancé la colère des Américains contre les crimes racistes dans le pays, la ville de New York vient d'annoncer qu'elle versera 5 900 000 $ à la famille de l'homme de 43 ans. Le médecin légiste avait conclu que la mort d'Eric Garner était un homicide, compte tenu de la prise au cou, une prise illégale, suite à laquelle il avait donc succombé. Terminons ce flash information en France, où cette journée du 14 juillet marque, vous le savez, les célébrations de la fête nationale, avec son célèbre défilé sur les Champs-Élysées à Paris. À l'occasion de la visite d'État concomitante du président mexicain Enrique Peña Nieto, le Mexique était cette année l'invité d'honneur de la traditionnelle prise d'armes de la Légion étrangère au Sénat, une cérémonie qui s'est déroulée, comme vous le voyez hier, dans les magnifiques jardins du Luxembourg à Paris. Et je vous propose d'écouter ces commentaires d'un lieutenant de l'armée mexicaine à propos de leur mascotte, mais aussi du sentiment de fierté ressenti pour la participation de son armée à ce défilé du 14 juillet français. C'est la première fois que des troupes mexicaines viennent ici défiler. Donc on est très fiers, on est très contents d'être ici. C'est vraiment un honneur de participer dans ce défilé si important et avec tant de tradition. On a fait 3 répétitions très tôt le matin. Donc pour les élèves officiers, ils ont été très surpris de faire ça. Normalement, nous, on ne fait pas des répétitions au lieu. Et aussi, ils ont été très contents de le faire avec leur tenue, avec leur tenue d'entraînement. Et puis, ils vont le faire avec leur tenue, avec leur grande tenue. Donc, ils ont une impression très belle. Je pense qu'ils vont se rappeler de ça toute leur vie. Ce sont 6 oiseaux de proie. 3 aigles royaux, 2 buses de type Harris et un buse de type queue rousse. Ces oiseaux-là sont très importants pour nous. Ils symbolisent l'emblème national du pays. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 14 juillet 2015. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour votre prochain coin quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.